Alors d'abord, je me présente, donc je suis une historienne de l'art. J'ai travaillé notamment sur l'art brut et les architectures sans architecte. Donc clairement, l'œuvre de Jean-Luc m'intéresse beaucoup, non seulement parce que c'est un architecte anticonventionnel qui donne vraiment à voir les images de son esprit dans son œuvre, mais aussi parce qu'ils se sont très proches de l'art brut, et comme on le verra, l'une de ses œuvres appartient aujourd'hui à la collection de l'art brut de Lausanne. J'ai travaillé entre la France et l'Italie, et justement, l'association Patrimoine Irrégulier de France est, disons, un reflet de tout ce qui sont mes intérêts, c'est-à-dire non seulement faire connaître, divulguer la connaissance de ces créations, mais aussi les protéger, trouver des stratégies de protection de ces univers. Dans l'histoire de la création humaine, il existe donc deux architectures qui existent en parallèle, l'une qui est de réalisation et l'autre qui est faite de projets visionnaires qui demeurent sur le papier ou à l'état de maquette. Témoignant le désir irrésistible de certains créateurs de donner forme aux images de leur esprit, cette deuxième architecture entretient un lien très profond et privilégié avec l'utopie. Elle n'a pourtant rien d'un discours abstrait et inopérant, puisque l'influence que cette architecture utopique exerce sur l'architecture de réalisation est si considérable qu'elle paraît bien constituer le moteur de l'histoire de l'architecture. Et c'est ce que dit Michel Ragon. Alors Michel Ragon, c'est un critique d'art, un critique de la littérature autodidacte et libertaire qui s'est intéressé à la littérature prolétarienne, à l'histoire de l'anarchisme aussi. Elle est aussi en histoire de l'architecture française, qui a développé une véritable critique de l'architecture et de l'urbanisme de son temps, c'est-à-dire la seconde moitié du XXe siècle. Et au début des années 60, Ragon se fait porte-voix de toute une jeune génération d'architectes qui sont engagés dans l'expérimentation de nouvelles formes urbaines. Et par le biais de nombreux écrits, par le biais de ces activités, d'expositions, etc., il propose d'inventer une architecture nouvelle, une architecture démocratique, et il prend comme modèle toutes ces architectures qui sont faites par des communautés ou par des personnes marginales et qui ont en commun d'être faites sans architecte et de tendre vers une nouvelle poésie de l'espace vécu. Il valorise donc l'architecture sans architecte d'un côté, mais il valorise aussi un autre phénomène. C'est le premier, en fait, à s'intéresser et à nommer ce qui est l'architecture-sculpture. En 1963, lors de la 3e Biennale de Paris, il organise une exposition à la galerie Anderson Meyer, une exposition qui s'intitule Sculpture architecturale et architecture sculpturale. Et il réunit 25 architectes et sculpteurs. Son but est d'appeler aux sculpteurs pour faire évoluer l'architecture, qui s'était un peu, disons, devenue un peu rigide à l'époque. Et comme on le lit dans le communiqué de presse, son but est aussi de rompre la monotonie de trop de bâtiments modernes en inventant des formes lyriques. Alors Jean-Luc Joannet ne fait pas partie des architectes sélectionnés par Ragon lors de cette exposition, simplement parce qu'en 1963, Jean-Luc Joannet, qui est né en 1951, est encore un peu trop jeune, disons. À cette date, pourtant, il avait déjà sa vie avait déjà été émayée par une découverte qui marquera sa pratique d'architecte. Il écrit « Très tôt, vers l'âge de 9 ans, j'ai gardé, je l'ai toujours, une photographie de la reconstruction à Paris en 1931 du temple d'Angkor au Cambodge. Mes grands-parents l'avaient ramené après une visite de l'exposition coloniale. Ces grandes têtes, à la fois sculpture et architecture, me fascinent toujours. » Jean-Luc Joannet se réfère ici donc au temple, au Bayon d'Angkor, l'un des temples chefs-d'œuvre de l'architecture khmer. Et avec ses nombreuses tours de tailles différentes, c'est un temple montagne, on le voit, c'est ce qu'on appelle un temple montagne, qui associe sculpture figurative, monumentale et architecture.
Il peut être considéré comme l'un des ancêtres les plus extraordinaires de cette tendance qui est l'architecture-sculpture. Une tendance qui marque le langage de Johannès à compter du début des années 70, lors de ses études à l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie. Mais qu'est-ce que c'est donc l'architecture-sculpture? Avant de vous parler de certains projets de Johannès réalisés au sein de cette tendance, je vais esquisser une brève histoire de ce phénomène afin de comprendre les racines historiques de la démarche de Johannès et de la contextualiser. L'architecture-sculpture n'est pas un style, ce n'est pas un mouvement. Il s'agit plutôt d'un continent créatif très vaste, très prolifique, qui réunit un ensemble de démarches architecturales qui se démarquent du rationalisme et du fonctionnalisme par des formes à mi-chemin entre architecture et sculpture. Les expériences sont singulières, diverses, nombreuses, mais ont un point commun. Elles prônent la synthèse des arts. L'architecture n'est pas pensée uniquement comme un moyen d'abriter ou de loger des êtres humains. Elle devient un outil permettant de donner forme aux images de l'esprit, mais aussi d'intégrer l'art dans la vie. Ce phénomène contemporain prend place dans une longue tradition de fécondité mutuelle entre la sculpture et l'architecture. Nous avons vu, donc, nous voyons ici le temple d'Angkor Wat, mais on peut évoquer aussi, bien sûr, les cabanes qui ont, depuis la nuit des temps, permis à l'homme de se protéger de la pluie et du vent. On peut penser à l'habitat troglodyte, par exemple, de la ville de Gorem, à Cappadoce. Les temples grecs, par exemple, sont un exemple, ou les cathédrales gothiques, bien sûr, les pyramides, avec leur plasticité simple. Mais je pense aussi à des créations qui sont réalisées à l'époque moderne, donc on revient à l'époque moderne. Et par exemple, l'éléphant triomphal de Charles François Ribard, conçu en 1758 pour le site qui abritera par la suite l'Arc de Triomphe. Je pense à quelque chose que c'est certainement plus connu, c'est-à-dire le cénotaphe de Newton, qui est conçu en 1784 par Étienne-Louis Boullé, architecte français, qui a imaginé des édifices de rêve combinant la philosophie des Lumières, les formes géométriques simples et une échelle colossale. Au XIXe siècle, c'est grâce à l'Art nouveau qu'on voit encore une fois magnifier les dialogues entre l'architecture et la sculpture, mais c'est aussi grâce aux expositions universelles et aux architectures éphémères qu'on voit aussi le triomphe de cette forme de création. Là, vous pouvez voir la Statue de la Liberté, le grand ballon captif. Ces images incroyables avaient enflammé l'imaginaire non seulement des érudits, mais aussi du peuple. Et là, par exemple, encore une autre image, l'aquarium d'eau douce qui avait été réalisé au Trocadéro, c'est-à-dire que les gens pouvaient se balader à l'intérieur d'une fausse grotte. On parlait donc d'art nouveau. L'art nouveau se développe en Europe entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, et non seulement un style ornemental, mais aussi une réponse à l'une des questions les plus importantes et fréquentes du XXe siècle, c'est-à-dire est-ce que les différents arts, architecture, sculpture, peinture, ornementation, doivent être considérés comme les branches d'un même arbre ou bien comme des disciplines radicalement différentes. Sous toutes ces formes, l'art nouveau s'est montré en faveur d'une synthèse des arts. D'un point de vue stylistique, l'art nouveau recourt à la symétrie, s'inspire de la nature, s'appuie sur l'esthétique des lignes courbes. La ligne est comprise comme une expression de force, de dynamisme, comme un symbole de vitalité. Les instances de l'art nouveau trouvent un brillant interprète dans l'architecte catalan Antoni Gaudí. Sa conception sculpturale de l'architecture marquera le XXe siècle. Gaudí s'est synthétisé tous les principes de l'art nouveau dans un véritable fait vital, en donnant forme à des espaces qui ne sont pas géométriques ni statiques, mais qui se veulent plutôt en expansion interrompue, qui se tordent telle une plante et un animal.
L'architecte catalan prenait soin de ce que son architecture soit dans sa totalité une œuvre plastique, c'est-à-dire comme une véritable œuvre sculptée. Dans le parc Güell, édifié à Barcelone entre 1900 et 1914, Gaudí s'efforce d'harmoniser l'espace naturel et l'espace anthropique en dessinant avec la pierre des longues courbes sinueuses, en créant de fausses grottes qui rassemblent à des cavités naturelles et en réalisant des piliers inclinés qui rappellent les arbres. Le naturalisme fantastique, l'excès ornemental, le caractère visionnaire et en même temps ludique de cette architecture hors norme sont tous également des traits dominants de l'œuvre d'un autre auteur, beaucoup moins connu que Gaudí, mais quand même, qui peut être également considéré comme l'un des, disons, protagonistes, l'un des maîtres incontestés de l'architecture-sculpture, de cette contre-histoire de l'architecture, c'est-à-dire Ferdinand Cheval. Le palais idéal, qu'il réalise tout seul pendant 33 ans, dans son jardin à Haute-Rive, dans la Drôme, se présente comme une concrétion monumentale de pierre, où l'architecture quitte le champ de la technique pour emprunter celui de la sculpture. Il incruste dans son palais une nature à la fois romantique, baroque, exotique, où cohabitent des plantes, des animaux, des êtres fantastiques, mais aussi de nombreuses variantes architecturales, des menhirs, des mosquées, des chalets, des châteaux, des grottes. Sa construction est une unité organique, où les éléments décorés et les murs forment un tout. Cette œuvre garantit une liaison entre l'architecture et la vie. Et ça semble s'insurgir contre le despotisme des lignes horizontales et verticales qui sont propres du modernisme architectural. L'art de Gaudí, et plus en général l'art nouveau, bien sûr l'art de Cheval qui n'est pas à l'époque très connu, sont dépréciés par les historiens de l'architecture de l'époque, disons de l'époque du machinisme industriel. À l'aube du XXe siècle, ça affirme en effet une vision moderniste et anti-ornementale de l'architecture. On accorde la plus haute importance à la réalisation des caractéristiques pratiques de l'édifice, la solidité, l'utilité, postulant un degré élevé d'indifférence à la forme. On trace des frontières donc entre la sculpture et l'architecture au nom de la fonction, qualifiant l'architecture d'utilitaire et décrivant l'œuvre d'art comme quelque chose qui est mis au monde sans correspondre forcément à un besoin. En ce début du siècle, cependant, cette vision, cette division entre architecture et sculpture est rendue inopérante par une petite niche d'architectes et de sculpteurs contestataires qui ont longtemps été quand même oubliés par l'histoire de l'architecture. Les architectes expressionnistes refusent de faire leurs projets en se basant uniquement sur des formes géométriques rigides, des formes dessinées sur des feuilles en 2 dimensions. Ils préparent leurs projets en faisant recours au dessin libre et gestuel, à la réalisation de maquettes en argile ou en plâtre, ce qui leur permet d'exprimer de manière plus spontanée leur idée architecturale. En actualisant donc ce qui s'était déjà produit dans le cadre de l'Art nouveau, ils vont s'inspirer de la sculpture en essayant de mettre de côté cette tendance qui était celle du Bauhaus, ce qu'on a vu avant, de concevoir des formes architecturales à partir de modules répétés, de modules, disons, géométriques simples. Ils adhèrent donc à une forme d'art qui est plus mouvementée et moins guidée par les principes d'utilité et de fonction. Ils étudient les formes de la nature, pour lesquelles une source importante est l'ouvrage Formes artistiques de la nature, qui est publié en 1904 par le biologiste et philosophe allemand Ernst Haeckel, qui est riche de 135 lithographies illustrant l'impressionnante beauté du monde biologique.
Ils admirent aussi l'architecture gothique, l'architecture baroque, mais ils sont également fascinés par l'architecture des pays indiens et orientaux. Dans ce contexte, les qualités plastiques du béton, c'est important de le dire parce que c'est l'époque aussi dans laquelle on peut utiliser le béton, et donc les qualités plastiques de ces matériaux sont utilisées pour créer des formes tout à fait nouvelles, capables de contester la domination de l'immeuble boîte et d'introduire dans l'architecture la quatrième dimension, c'est-à-dire le sens du mouvement. Les architectures des expressionnistes allemands ont des formes donc singulières, extravagantes, sont riches de significations symboliques aussi. Les architectes expressionnistes aiment le verre, par exemple, donc des matériaux qui peuvent permettre le renvoi à une symbolique particulière. Ils sont fascinés par l'utilisation de couleurs aussi en architecture. Aspirent aussi à un socialisme utopique dont l'objectif est une réconciliation entre le peuple et les arts. C'est incroyable que toutes ces architectures incroyablement belles et puissantes ont été pour la plus grande partie détruites par la suite par les totalitarismes, clairement, qui ont clairement préféré l'architecture classique à cette forme plus individualiste, disons, d'architecture. On revient au premier dessin que je vous avais montré, la couronne de la ville, réalisée par Taut en 1919, donc tout de suite après la Première Guerre mondiale. Il fait une esquisse du lieu où pourrait émerger une société nouvelle. Il décrit une ville couronne, dont le centre serait caractérisé par une cathédrale gothique d'un genre nouveau, à la forme cristalline. Il dit un édifice qui s'arrache aux pesanteurs terrestres, une architecture pure, déliée de toute fonctionnalité, traversée par des flots de lumière, la maison de cristal. Un autre auteur, expressionniste, que je trouve très intéressant, aussi pour comprendre le travail de Jean-Luc Jeannet, même si je crois qu'il l'a peut-être pas, il le connaît peut-être pas, c'est Hermann Fiesterlin, l'un des représentants donc les plus importants de l'expressionnisme architectural allemand. Il est attiré par les aspects informels de l'architecture qu'il a exprimé dans une série de dessins fantastiques. On voit surgir une architecture sculpturale, magmatique. L'univers qui se dessine est une terre habitée par des formes informes. Les maquettes et les dessins qu'il réalise au courant des années 20 sont des constructions improbables, sinueuses, au formalisme plastique exaspéré. C'est des habitations poétiques, dans le sens que toutes les méandres, les protubérances, les rayons pointus qu'on voit dans ces architectures semblent suivre le mouvement libre et imprévisible de l'esprit de l'artiste. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il existe de nombreux dessins, plans, esquisses et programmes, mais aussi des échanges qui voient le jour dans le monde de l'art, disons, de l'art officiel, mais c'est, disons, des projets utopiques qui restent quand même plutôt dans l'ombre. Cependant, s'il est vrai que ces projets demeurent pour la plupart sur le papier ou à l'état de maquette, ils ouvrent les portes de la modernité en réflexion sur l'archisculpture, sur l'architecture-sculpture, qui aura son couronnement à partir des années 50. Dans cette histoire, les surréalistes, qui n'ont jamais construit d'architecture, disons, surréaliste, véritable, jouent quand même un rôle très important dans les années 30-40. Promoteurs passionnés de l'imagination contre le réel, de la révolte contre l'édification, les surréalistes tendent à l'édification mentale d'une demeure imaginaire, une demeure à opposer au modernisme architectural, à l'architecture rationaliste. Mais la maison surréaliste reste une figure de la poésie, un lieu mental. Et pourtant, ils ont fait un travail très important parce qu'ils ont permis de réévaluer, c'est-à-dire par leur regard. Aujourd'hui, on connaît toute une série d'architectures imaginaires qui avaient existé avant, disons, les surréalistes eux-mêmes. Et donc, par exemple, c'est les surréalistes qui redécouvrent l'art nouveau.
Par exemple, en 1922, lors d'un voyage à Barcelone, André Breton découvre la Sagrada Familia, qui n'était pas connue à l'époque. Et il adresse tout de suite à Picasso une carte postale dans laquelle il lui demande « Connaissez-vous cette merveille ?» Les surréalistes ont fait donc sortir de l'ombre des lieux de l'imaginaire comme le palais idéal du facteur Cheval, Breton le visite dans les années 20, mais aussi le parc de Bomarzo en Italie, conçu entre 1544 et 1565, est peuplé d'allégories sculptées dans les rochers, des lions, des ours, des éléphants, une énorme tortue, un orque, une harpie, et des représentations de figures mythologiques. Ces êtres hybrides ont des proportions amplifiées, sont gigantesques, et l'un d'entre eux, appelé la porte de l'ogre, vous le voyez ici, se présente comme un antre en forme de monstre que l'on peut pénétrer en franchissant sa bouche ouverte. Donc, si les surréalistes redécouvrent ces merveilles, le regard sur l'architecture reste marginal. L'architecture fonctionnaliste, au contraire, triomphe dans les milieux d'avant-garde. On voit ici 1925, le plan voisin de Le Corbusier. La propagation donc, du style rationaliste, qu'on appellera par la suite style international, on comprend bien pourquoi. Partout, on voit surgir des grands ensembles. Prenez quoi? Le rejet de l'ornement, l'acceptation de la standardisation, l'unité entre intérieur et extérieur, la suprématie de l'urbanisme sur le travail architectural isolé, la suprématie de la fonction sur la forme, ce qui est trop souvent a été interprété comme un feu vert pour des solutions économiquement pauvres et esthétiquement miteuses. Ici, je vous ai mis quand même un projet très intéressant, celui de la cité radieuse de Le Corbusier. Et pourtant, disons, après la Seconde Guerre mondiale, certains artistes et architectes reprennent à s'intéresser à la dimension plastique de l'architecture, et notamment Le Corbusier, voilà, qui réalise l'église de Ronchamp, dont la structure est fortement asymétrique. Dans ce travail, Le Corbusier s'éloigne des influences qui avaient marqué sa vaste production, provenant notamment du cubisme et du rationalisme, et il accueille plutôt des suggestions expressionnistes, comme nous avons vu, en parcourant une route parallèle à celle qui avait conduit Picasso du cubisme analytique des années 10 à l'explosion émotionnelle de Guernica. Là, une autre image pour voir comment cette création incroyable de Le Corbusier se présente à l'intérieur, donc avec toutes ces fenêtres aux formes différentes, colorées. Pour rendre au mieux les lignes courbes de leurs bâtiments sculpturaux, les tenants de l'architecture-sculpture, donc on peut, disons, intégrer Le Corbusier même à l'intérieur de ce courant, ils font recours à une technique constructive qui s'appelle du béton projeté, qui permet de réaliser des formes complexes, par exemple des dômes ou des coques, et qui consiste à propulser du béton sur un support précédemment modelé, notamment en grillage, en acier, etc. Avec cette technique, Jacques Couel, là je vous nomme certains artistes qui ont été très importants pour Jean-Luc Jeannet, qu'il a rencontré, qu'il a côtoyé, qu'il a rencontré, qui ont été des connaissances importantes. Jacques Couel, architecte autodidacte, resté en marge du mouvement moderne, il réalise donc dans les années 60, avec cette technique du béton projeté, le village de Castellarras-les-Neufs, qui est un ensemble de maisons sculptures qui surplombe la baie de Cannes et qui rassemble à des gros rochers. Jacques Couel a pensé ces maisons sans plan. Ce qui est très intéressant, il mettait donc sur le lieu qui était escarpé, donc il n'avait pas, c'est-à-dire il gardait l'irrégularité du terrain, il jetait du sable sur le terrain pour délimiter, disons, le lieu où la maison allait être construite, et puis inviter les habitants, c'est-à-dire ceux qui allaient acheter la maison, à se déplacer, c'est-à-dire il dessinait juste avec des lignes les différents espaces
le salon, la cuisine, etc. Et puis, il les invitait à se déplacer sur les sables. Et c'est à partir de ces mouvements qui se traçaient sur le sable qu'après, par la suite, il allait réaliser l'intérieur de ces maisons. Donc, ces maisons s'adaptent au lieu. D'un côté, elles sont complètement, elles sont ondulées, et puis voilà, il les réalise sous forme de maquettes dans son atelier. Et puis, il les fait réaliser à des artisans qui les reproduisent à l'échelle, toujours avec de l'acier qui est par la suite recouvert de béton projeté. Un autre exemple, la maison pour Antoine Godet, qui est située au flanc de la montagne de Tourette, est la première réalisation de Antti Lovag, encore une connaissance importante pour Jean-Luc Jeannet. C'est une imbrication de portions de sphères et de lignes courbes. Les coques sont conçues en voile de micro-béton et encore une fois, le béton est projeté sur du grillage. Regardez ici, il dit, Antti Lovag, l'architecture ne m'intéresse pas. C'est l'homme, l'espace humain qui m'intéresse. Créer une enveloppe autour des besoins de l'homme. Je travaille comme un tailleur. Je fais des enveloppes sur mesure, des enveloppes déformables à volonté. Encore un autre représentant de l'architecture-sculpture, Guy Rottier, défenseur d'une architecture libre. Ingénieur écologiste, il défend sa vie durant une approche de l'architecture joueuse et enfantine. C'est l'époque où se développe cette pensée écologiste qui est propre des années 60, disons fin des années 60, début des années 70. Et c'est à cette époque-là qu'on voit le potentiel de l'architecture vernaculaire en terre, des habitats troglodytiques, des constructions en terre. Et tout ça est mis à lumière. Et Guy Rottier, justement, propose des réinterprétations contemporaines de ce type d'architecture. L'architecture éphémère est aussi au cœur de ses réflexions. Par exemple, en 1965, il propose un habitat de vacances temporaire. Sont des maisons qui peuvent être détruites après consommation, un peu comme des bouteilles de Coca-Cola, dit lui. Un dernier projet de Guy Rottier, cette maison en forme d'escargot, voilà, c'est une maison évolutive. Elle pouvait être agrandie au fur et à mesure qu'elle grandissait la famille. Jusque-là, je vous ai parlé de certains architectes, mais aussi les sculpteurs s'intéressent à l'architecture-sculpture, bien sûr. Et par exemple, André Bloch, qui réalise ces sculptures habitacles, qui concrétisent ses idées sur la synthèse entre l'architecture et la sculpture dans une forme libre. Il les réalise directement dans son jardin. Là, c'est une sculpture habitacle dans sa maison à Meudon. Nous sommes donc revenus aux années 60, quand Michel Ragol organise donc son exposition et nomme pour la première fois l'architecture-sculpture. Et à l'époque où Jean-Luc Jeannet s'initie toute seule à la peinture en changeant le mur de sa maison en forêt vierge à la Rousseau. C'est comme ça qu'il commence à travailler. Jean-Luc Jeannet grandit avec sa mère qui lui transmet, ça c'est très important, l'amour de la littérature. C'était une grande lectrice de Bazin, Honoré de Balzac et surtout José-Marie de Heredia, qui était un poète symboliste flamboyant à la limite du fantastique, dit Jean-Luc Jeannet. Il grandit également avec ses grands-parents maternels, qui étaient des militants socialistes radicaux d'origine ukrainienne, anticléricaux et passionnés d'art. Foyer de discussion, sa maison est le lieu de rencontre de nombreux militants, mais aussi d'artistes, de peintres, de sculpteurs. Donc en fait, c'est une formation qui débute très tôt dans sa vie, disons, la sensibilisation à l'art. D'ailleurs, sa maison a été remplie de livres très intéressants. Et par exemple, le grand livre de l'exposition universelle, il y en avait plein à la maison. Et d'encyclopédies aussi. Donc Jean-Luc se nourrit de ses lectures.
Sur les murs de sa maison, un papier était affiché d'ailleurs par ses grands-parents avec la devise anarchiste « Ni Dieu, ni maître ». Stimulé par ces milieux anticonformistes, Jean-Luc Jeannet se passionne des écrits libertaires de Bakounine et participe donc aux événements de mai 68. Participer aux événements de mai 68 fut pour moi très bouleversant. Et dans certains milieux contestataires, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau, écrit Jeannet, en prenant bien garde de ne pas tomber dans le conformisme de l'anticonformisme. Depuis, je suis toujours très émue quand j'apprends l'annonce d'une grève, d'une révolte, d'une bagarre contre une autorité constituée et outrepassant ses droits. Vive l'anarchie! L'utopie me plaît et j'approuve sans réserve la création sociale collective. Passionné aussi de chimique et de mécanique, à 18 ans, Jean-Luc Jeannet a déjà son hangar où il expérimente, il bricole, stimulé par les échanges très probablement avec son grand-père paternel, ingénieur ayant breveté plusieurs machines électriques. À l'âge de 20 ans, il s'inscrit à l'unité pédagogique d'architecture de Normandie en suivant en même temps les cours à l'école de Beaux-Arts entre Rouen et Paris. Il étudie donc non seulement l'architecture, mais aussi la gravure et la sculpture, et milite pour une nouvelle synthèse des arts. C'est à compter de 1971, donc à l'âge de 20 ans, donc tout au début, disons, de ses études, qu'il adhère au courant de l'architecture-sculpture. Il passera d'ailleurs son diplôme avec un projet d'opéra-sculpture. Alors ça, j'ai fait très tôt à l'école d'archi. J'ai mis plusieurs années à la faire, la maquette. J'étais en deuxième année que je pensais déjà faire un truc. Et à l'époque, j'étais très ami avec une demoiselle qui venait de Grèce, exactement, qui était une camarade pour tout un tas de choses. Et Maria Venturi. Et donc c'est ensemble qu'on avait fait un projet d'opéra-sculpture. On appelait ça comme ça. Alors on l'avait appelé l'Opéra Rocher. Alors voilà, il faut imaginer dans la coque qui est suspendue là, par les gros piliers et puis l'entrée et tout, une espèce de Maria Callas en train de chanter à tue-tête, je sais pas moi, je sais pas quel téléum ou quel opéra. Ça devait résonner. C'était conçu pour que la coque elle-même elle s'ouvre et on pouvait entendre de l'extérieur, comme les cloches qui sont dans un clocher, on entend les cloches dans la ville entière. Ben là, c'était un peu un rocher qui devait vibrer avec le chant et qui devait être écouté par tout le monde. À la fin des années 70, appartiennent des dessins extraordinaires d'architecture de terre, biscornus, baroques, insolites, des demeures au titre évocateur. Par exemple, ici vous avez la tour hirsute ou encore la maison chevelue et aquatique. Ce sont des architectures organiques où émerge sa conception tout à fait poétique de la maison. Dans la maison dite traditionnelle, écrit Jean-Luc Jeannet, une sorte de code millénaire nous conduit d'une pièce à l'autre selon un ordonnancement régulier issu des antiques mots latins. La maison sculpture, au contraire, est souvent une maison caverne, où l'on se déplace de façon dérivante et organique, comme dans les jardins chinois. Les pentes douces, les formes courbes, les balancements rythmiques des volumes, les ouvertures en goulot, la volonté organique digne du ventre de la baleine de Jonas chante une sensibilité tellurique et crée les conditions du rêve. Cet amour pour l'organique et pour l'expression libre est omniprésente dans l'œuvre de Jeannet. On le verra se manifester dans différentes formes. Par exemple aussi dans des maquettes très rares réalisées en terre cuite, en céramique, ou plus souvent dans ses dessins. Là, je vous mets par exemple certains de ces dessins récents que vous pouvez voir dans l'exposition.
le courant organique duquel l'architecture-sculpture fait partie fait confiance aux énergies individuelles et tendent, comme on l'a vu par exemple avec les architectures-sculptures de Antilobag ou de Jacques Couel, tendent à insérer l'œuvre architecturale dans le paysage naturel en modelant l'architecture à l'espace même. C'est une forme, donc toujours c'est une forme de création qui s'oppose à la massification des consciences, et qui s'oppose aussi à l'architecture classique, qui est celle du pouvoir, celle des institutions répressives, celle des dictatures politiques et intellectuelles. L'architecture classique part d'une forme statique et on subdivise l'intérieur, alors que l'architecture organique naît de l'intérieur et se déploie. Elle est formation plus que forme. Elle manifeste un processus de croissance. Elle fait exploser l'espace. C'est à cette même époque qu'appartiennent aussi un dessin que vous pouvez voir dans l'exposition, qui a un titre très particulier, et que nous avons découvert avec Patrimoine irrégulier de France très récemment. Une chose que j'ai vue dans les yeux de Maria quand nous faisions de bêtises, datait de 1978. Donc Maria, c'était un camarade et un très cher ami de Jean-Luc Joannet de l'époque de ses études à l'école d'architecture de Normandie. C'est un assemblage donc, de dessins au stylo bille sur carton où Joannet représente une ville imaginaire sculptée dans le paysage. Ce dessin d'une extrême finesse et précision révèle une maîtrise extraordinaire de la perspective, mais aussi une inventivité hors du commun. Donc c'est ce qui étonne. D'un côté, c'est le recours à l'architecture classique, donc vraiment cette capacité extraordinaire de reproduire voilà, cette perspective, mais aussi de la rendre vivante. Il révèle une fascination pour le fantastique, pour la science-fiction, et il rappelle en quelque sorte aussi le palais idéal du facteur cheval, dans le sens qu'il mêle le souvenir d'architecture lointaine, dans le temps, comme par exemple des architectures de la Renaissance, mêlées aux architectures maniéristes, mêlées aux architectures baroques, etc. Donc ce mélange. Et la fascination aussi pour des architectures exotiques, les architectures des pays orientaux, comme bien sûr le Bayon d'Angkor. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Luc Joannet? J'ai très tôt éprouvé une admiration sans réserve pour l'œuvre de Ferdinand Cheval et de Gaudi. Malgré mon passage à l'école d'architecture, mes professeurs évitaient de me parler de ces génies, sans doute pour mieux masquer leur médiocrité pédagogique et leur absence de création. C'était même un sujet tabou, et l'on ne jurait que par les mains de Le Corbusier et les plus progressistes par les souvenirs du Bauhaus. Heureusement, il y avait la littérature, et j'entrais avec passion dans Démons et merveilles de Lovecraft. L'amour de l'art et de la littérature nourrissent en effet l'esprit visionnaire de Jean-Luc Joannet. Dans l'un des dessins qui composent d'ailleurs ce tableau, on reconnaît ici, c'est sur la gauche, ce qu'il appelle un dirigeable fossile. Et ici, une architecture gonflable. La technique des aérostats et des dirigeables, le rêve de construire des architectures aériennes, l'aspirera, elle aussi, tout au long de sa vie. Alors il dit « Je considère l'air qui m'entoure, que j'avale et que je rejette, comme un matériau de haute tenue, transperçant toute chose, soulignant toute forme, allant jusqu'à éthérer, donc sublimer la matière. Ce matériau, en outre, a la particularité de se respirer. Respirer sa propre maison. Quelle bonne idée. J'en ferai donc aussi des murs. Je durcirai l'air. Je pourrais même le sculpter, l'enrober. Cela paraît invraisemblable, mais qui n'a pas senti réellement les odeurs d'une vieille maison? Les cathédrales ne sont-elles pas des morceaux d'air résonnants, enchâssés dans des géométries de pierre? C'est très important pour moi de vous lire Jean-Luc Joannet parce que je trouve que
à côté de cette production incroyable, graphique et sculpturale, il y a aussi une production écrite qui est très soignée et très intéressante et qui non seulement donne des clés de lecture qui vraiment importantes pour la compréhension de son travail, mais qui parfois vraiment, disons, touche à un lyrisme extrêmement... disons que Jean-Luc Joannet est aussi un poète, à mon avis, outre qu'un architecte. Et donc là, je vous parlais de cette architecture gonflable qu'on retrouve dans sa création. Et on les retrouvera dans les années suivantes. Là, je vous ai mis des dessins qui ne sont toujours pas datés. C'est très difficile de dater les dessins de Jean-Luc Joannet, mais en les regardant, on voit bien un changement dans la manière de réaliser et de dessiner. Là, par exemple, donc cette fascination pour les villes suspendues, l'île volante, la Areoyurt, en tente suspendue. Donc, ou encore, ici, deux œuvres qui sont exposées ici à la Halle Saint-Pierre, Sky Queen, le Palais de Roubourg. Donc ça, c'est des œuvres plus récentes. Après avoir obtenu son diplôme d'architecture et s'être inscrit donc à l'ordre des architectes, Joannet s'emploie dans l'atelier d'un ancien professeur de l'école de Rouen. Et donc il essaie de travailler en tant qu'architecte. Qu'est-ce qu'il dit? Dégoûté par le travail qu'on me demandait, je ne restais que quelques heures. Pour vivre, j'ai pratiqué le métier de docker dans le port de Rouen. Et c'est vrai que par la suite, effectivement, cela lui permettra de rencontrer plein de gens, de marins, mais aussi de faire des expériences qui auront quand même une importance dans sa création. C'est-à-dire qu'il fréquente un atelier de construction navale. Et que donc, ça l'amène aussi à pratiquer la construction. C'est qu'on verra par la suite se développer dans la réalisation de ces maquettes. Par ailleurs, la fascination de l'univers maritime reste présente tout au long de sa production. Et comme ces dessins présents montrent l'intérêt pour des architectures aériennes, aussi par des architectures flottantes. Par exemple, ici, on voit une architecture qui flotte sur la Loire. On retrouve ce type de projet d'îles, de villes flottantes ou de villes suspendues, bien sûr, dans les œuvres de nombreux architectes qui font partie du mouvement de l'architecture-sculpture, par exemple Chanéac. Et donc là, je vous ai mis quelques autres dessins dans lesquels on voit se décliner cet intérêt pour ce type d'architecture-sculpture. Ici aussi. Dans ces dessins et croquis, souvent fourrés aussi d'annotations, d'opérations, de formules mathématiques, on voit apparaître également des dômes géodésiques, dont le promoteur, sinon l'inventeur, avait été l'architecte américain Richard Buckminster Fuller, qui est l'une des références incontournables de Jean-Luc Joannet, qui se passionne justement par la technique du dôme géodésique et qui devient un spécialiste de cette technique même. Là, par exemple, je vous ai mis quelques croquis et dessins, projets de dômes géodésiques. Cette technique permet de construire une structure de logement très résistante avec très peu de matière. L'intersection des barres géodésiques forme des éléments triangulaires qui possèdent chacune sa propre rigidité, qui provoquent la distribution des forces et des tensions sur l'ensemble de la structure, qui est de ces faits autoporteuse. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de piliers à l'intérieur. Donc, les géodômes sont considérés comme des biosphères, des écosystèmes autonomes. La forme sphérique du dôme apporte de nombreux avantages.
parce qu'elle est résistante au vent, elle permet de faire circuler l'air, de faire circuler aussi les énergies. Là, par exemple, je vous ai mis encore un projet de dôme géodésique que je trouve très beau et très en ligne aussi avec l'esprit écologique de l'époque. Il est accompagné d'une serre. Il y a énormément de projets de ce type dans les archives de Jean-Luc Jeannet. Donc, dans sa production, dans sa carrière, Jeannet imagine tout un tas de constructions innovantes, certaines véritablement réalisables et d'autres qui restent dans le domaine de l'utopie. Par exemple, des villes verticales suspendues sur des pilotis qui font penser, par exemple, là je vous ai mis à côté une image de Métropolis de Fritz Lang. C'est clair que Jean-Luc Jeannet est influencé par l'architecture expressionniste. On retrouve aussi des villes climatisées sous bulles, par exemple. Ces projets rapprochent Jean-Luc Jeannet de la génération d'architectes, plasticiens et sociologues visionnaires qui s'étaient réunis autour de Yona Friedman et autour de Michel Aragon aussi dans les années 60, 1965, et qui fondent le groupe international d'architecture prospective qui visait à inventer, à expérimenter des solutions nouvelles et innovantes dans une période qui était marquée par les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Au pragmatisme visionnaire de ce futurologue, quand même, Jean-Luc Jeannet rajoute un regard rêveur sur l'espace habité qui est très proche de l'esprit surréaliste. S'il refuse le diktat de l'architecture fonctionnaliste, sa redéfinition de l'architecture et de l'urbanisme se fonde sur le recours aux métamorphoses, à l'ailleurs, à l'altérité, aux alliances incongrues, à l'absurde, à la poésie cachée, à la métamorphose surprenante. C'est ce qu'il écrit. Dynamiques, imprévisibles, ces constructions peuvent alors se courber, elles peuvent bourgeonner, elles peuvent se métamorphoser en bêtes fabuleuses ou elles peuvent palpiter par la force du vent. C'est dans la ville de Saint-Barthélemy, à côté d'Angers, où il habite après Rouen, au début des années 80, que Jean-Luc Jeannet conçoit et dessine l'un de ses œuvres, disons de ses chefs-d'œuvre, c'est-à-dire la cathédrale de Babylone. Tracée au crayon puis colorée à l'encre de Chine, c'est une imposante concrétion pyramidale d'architecture-sculpture qui surgit au milieu d'une vaste rivière et qui lève son sommet sur un ciel baroque. Malheureusement, je pense que dans l'image, on ne voit pas que ce ciel baroque est habité aussi par des oiseaux mécaniques et des vaisseaux ailés. Est-ce qu'on voit? Vous pouvez bien sûr aller voir en vrai cette œuvre magnifique dans l'exposition. Pour la finesse du trait, la virtuosité dans le rendu minutieux des détails et l'ambiance aussi visionnaire, ces dessins évoquent l'œuvre du peintre, graveur et architecte allemand de l'époque de la Renaissance, Albrecht Aldorfer. Je vous ai mis ici la bataille d'Alexandre. C'est Jean-Luc Jeannet même qui affirme que cette œuvre-là l'a inspiré pour la réalisation de ces dessins. Elle rappelle aussi d'autres créations, et ça, comme par exemple la tour de Babel de Bruegel ou la destruction de la tour de Babel de Antonitz. Mais en tout cas, ça montre comment la culture de Jean-Luc Jeannet est profonde et surtout comment il est fasciné par la peinture ancienne, par la peinture de la Renaissance aussi, qu'il réinterprète et qu'il infuse de cette, disons, goût de la science-fiction typique de son époque, des années 80. En voyageant en Espagne avec des amis, c'est en 1900, dans les années 80, que Jeannet fait une découverte décisive.
il écrit: nous décidons avec ses amis d'un itinéraire dont la dernière étape devait être Barcelone. Au détour d'un carrefour, nous découvrîmes un objet architectural extraordinaire. Il s'agissait de la très fameuse église de la Sagrada Familia. Moi, qui possédais un diplôme, je n'avais jamais entendu parler de son créateur Gaudi. J'étais émerveillée, parfaitement en colère, maugréant des insultes vers ceux qui furent mes maîtres. C'est à cette époque que je fis le serment secret de ne plus utiliser l'angle droit, ce chef-d'œuvre du totalitarisme géométrique. J'écrivis cette phrase: l'angle droit est à la géométrie ce que le fascisme est à la politique. Entre la fin des années 70 et le début des années 80, Jeannet réalise également des maquettes d'architecture organique. Vous le voyez ici, c'est réalisé en plâtre, notamment, certainement inspiré par cette vision de la Sagrada Familia et de l'œuvre de Gaudi. Il réalise aussi ce qu'il appelle des reliefs. Il m'en a parlé justement hier soir, il m'a bien expliqué que ça, c'est juste une portion. Alors, ces reliefs qui évoquent justement des jardins sculptés, disons, voilà, étaient réalisés en, disons, c'était des reliefs, bon, la technique, c'est une technique en négatif, c'est-à-dire que, ouais, je vous lis directement ce qu'il dit. Il s'agit de concevoir à l'envers dans un matériau meuble ou plastique, puis de couler un produit ou matériau qui deviendra solide. On doit passer directement du négatif au positif sans modèle moulé. Cela laisse une place au hasard. Donc c'est ça qui lui intéresse aussi, cette place donnée au hasard. Donc ces reliefs, c'était donc des petits formats qu'il a réalisés, mais qu'il composait. Et par exemple, l'un de ces projets faisait 10 mètres de long et 2 mètres de haut. Donc c'était vraiment une ville imaginaire, c'était un plan de ville imaginaire incroyable. Et justement, avec cette même technique, il réalise un projet de jardin fantastique sculpté sur le parvis de l'église de Rouen. La Roche-sur-Yon, exactement. C'était pour donc la ville de La Roche-sur-Yon avait organisé un concours national d'architecture pour l'aménagement d'une place qui se trouve devant l'église Saint-Bidule. Là, on est en plein pays chouan, ça compte. Hein. Et c'est la place Napoléon. C'est pour ça qu'il y a un espèce de machin là, de bidule là, avec le fameux empereur. Et qui avait voilà alors, et puis donc il voulait aménager la place Napoléon qui était vraiment un truc enfin immonde quoi hein, voilà une espèce de place d'armes quoi qui était faite pour faire défiler des troupeaux de soldats et puis donc alors, moi j'avais complètement bouleversé le plan de la ville, j'avais fait des cratères dans le machin pour qui servait de théâtre, d'amphithéâtre, etc. Donc j'avais remodelé complètement ce qui était plat, j'ai fait des trous dedans. J'ai fait des trous, des bosses, un peu de collines aussi, une rivière artificielle, etc. Alors ce projet-là, il a été primé. Je suis sorti avec la place de second. Alors normalement, parmi les 10 projets lauréats, il y en a un qui aurait dû être construit. En fait, rien n'a jamais été fait. C'est dommage. Mais je me serais bien marré à faire ça quand même. Mais voilà. Voilà. Alors, encore quelque chose qui te passionne, c'est l'architecture mobile. Et donc là, j'ai mis... voilà, tu as toujours été fasciné par le nomadisme, donc d'abord l'architecture aérienne avec les montgolfières, mais il est séduit donc aussi par cette idée de partir avec sa propre maison sur la route, vivre dans une roulotte, sur un bateau, dans un gonflable. Là, c'est carrément un temple. Hein? Là, c'est carrément un temple. Ah oui, oui. C'est le char à divinité, char à divinité. en Inde, oui.
Alors les roues sont en pierre. Hein. Les roues sont en pierre, dans le tien aussi, dans ce que tu as dessiné. Les roues sont en pierre et ça ressemble à des grandes meules des moulins. Voilà. Et ils ont mis un axe et puis après ils ont construit. Alors l'édifice en bois qui est au-dessus de ces roues, ce châssis en bois qui est actionné donc par des roues en pierre, c'est du bois massif. C'est pas creux à l'intérieur. Alors ça pèse un poids fou. On arrive à des 30-40 tonnes. Alors ces chars sont faits pour déambuler, c'est-à-dire le jour je sais pas qui, des réjouissances en l'honneur de je ne sais plus quelle divinité. Il y a un peuple entier qui se met à des cordages et on tire le char à la main. Alors il y a des gens devant qui tirent et il y a des gens derrière qui retiennent au cas où ça s'échapperait. Ah oui. Ça évite d'écraser les gens qui sont en train de tirer, quoi. Alors toi-même, tu as conçu donc des architectures mobiles, pas uniquement sous forme de dessin, tu en as conçu véritablement. Oui. Alors ici, je vous ai mis ce projet très fascinant qui est le jeu des 5 éléments. Un projet qui est inventé en 1984 et dans lequel Jean-Luc Joannet réinterprète la théorie des 4 éléments qui place le feu, l'eau, l'air et la terre au centre d'un système de correspondance symbolique et il rajoute un 5e élément, c'est-à-dire l'éther. Dans ce projet, à chaque symbole élémentaire correspond une architecture cinétique aux lignes aérodynamiques. Donc on a la terre qui est façonnée en tortue, l'eau en bateau, l'éther en moulin, le feu en arbalète, pardon, il y a des mots, j'ai vraiment difficulté, arbalète canon, et l'air en oiseau. Là, par exemple, je vous ai mis quelques pages du jeu des 5 éléments dans lequel vous voyez les annotations précises et même des annotations de type pour expliquer la symbolique de l'objet, mais aussi pour faire comprendre comment l'objet doit être construit. L'année d'après, il faut dire que Joannet commence à travailler aussi en tant qu'art thérapeute auprès de l'intersecteur public de psychiatrie infanto-juvénile de Blois. Et aussi, je pense que l'esprit ludique de Jean-Luc se nourrira aussi de cette nouvelle fréquentation. Il ne se limitera donc pas à la réalisation de dessins et de projets parce que ces tortues, par exemple, sera réalisée d'abord en forme de maquette, mais par la suite en forme, dans différentes formes. Donc d'un côté, il y a la tortue qui est réalisée et aussi l'oiseau euphorique qui représente l'air. L'oiseau euphorique qui est, par la suite sera... Jean-Luc Joannet fera don de cet objet à la collection de l'art brut de Lausanne parce qu'il le réalisera. Ah oui, je l'avais. Voilà. Là, il est à Lausanne. Voilà, c'est une sculpture pénétrable, ambulante de 18 mètres, dont l'ossature est composée de planches, de poutres, de chevrons imbriqués. Son avant donc s'orne de ce col élancé et puis ses ailes, son épinage et ses aigrettes évoquent le vent, l'air, le ciel, la demeure des oiseaux. C'est ce qu'il écrit, Jean-Luc Joannet. Qu'est-ce qu'il dit encore? Fabriquant ces choses très ludiques, je me suis aperçu que je jouissais d'une grande liberté tant physique que financière. Nul besoin d'attendre d'importants crédits pour bâtir. Quelques centaines de francs pour l'achat du bois, des outils dignes d'un bon bricoleur et quelques centaines d'heures de travail. Aujourd'hui,
Plus j'avance dans la fabrication de ces objets, plus les idées viennent, me submergeant pour devenir un ensemble tofu en perpétuelle croissance. Je mets ces idées sur le papier en forme de dessin. Parmi eux, certains se transforment en maquettes. Parmi les maquettes, quelques-unes se réalisent en objet grandeur nature. Mais ce phénomène sélectif n'obéit à aucun critère. Au milieu de ce magma d'idées, une émerge plus particulièrement, celle de l'architecture rompant ses liens avec l'immobilité. Les constructions comme les grands jouets peuvent rouler, flotter, voler. Cette idée naïve peut avoir des prodigieux développements et déranger avec humour cette forme aberrante de contrôle social et de fixation spatiale, l'urbanisme. Parmi les projets qui n'ont pas pu être réalisés mais qui ne sont pas pour autant hyper puissants, il y en a un particulier, je terminerai justement avec ça, c'est un projet que je trouve extrêmement fascinant, qui est celui du parc de Vénus et ses dragons. 1986, c'est à l'époque de la réalisation de l'oiseau euphorique. Et c'est un peu, disons, à la même époque, il voit Niki de San Fall réaliser son jardin des tarots en Italie. Donc ces citadelles, un peu de l'imaginaire, qui sont entourées par des murailles. Ce que je voulais vous montrer, c'est que donc, non seulement dans le projet du parc de Vénus, il y a les dessins, on a retrouvé certains dessins et des maquettes réalisées que je vous montrerai aussi, mais pour chaque architecture, il y a des fiches détaillées. C'est-à-dire que là, vous avez la longueur, la largeur, la hauteur du dragon bleu, les matériaux avec lesquels il faut le construire, le temps d'étude, 100 heures de travail, le temps de réalisation, 600 heures. Et après aussi la fonction, le dragon bleu, comme la tortue d'Esquile, est un char zoomorphe. Il appartient au bestiaire du parc. À l'intérieur se trouve une petite salle octogonale qui est une minuscule salle de théâtre pour marionnettes à visage animalier. Le dragon bleu change de place et propose ce spectacle en même temps, ceci au sein de la géographie du parc comme à l'extérieur. Donc vous voyez aussi cette volonté un peu de revenir à la beauté des parcs maniéristes, ces parcs comme Beaumarzeau, avec ces sculptures monumentales, ambulantes, parce qu'il y avait aussi le goût des automates à l'époque, dans les parcs maniéristes, de la surprise, du jeu. C'est un parc ludique au final. Ici, une maquette réalisée de l'un des chars qui devait animer le parc de Vénus, c'est-à-dire le char de Marianne. Cette maquette est conservée aujourd'hui à la Tour de Vèvre, une maison forte d'Albéry, à Neuvy-de-Clocher, d'Albéry. Certaines maquettes justement du parc de Vénus sont conservées dans ce lieu. Et du parc de Vénus et ses dragons faisait partie aussi, bien sûr, c'est-à-dire la place la plus importante était celle du château de Vénus. Le château de Vénus que vous pouvez voir dans cette exposition. Alors, je suis restée quand même impressionnée quand j'ai lu l'affiche du château de Vénus. Le château de Vénus, c'est l'ouvrage le plus important du parc de Vénus. Il est situé face au plateau des Langues, donc face aux habitations, c'est le grand palais, un contrepoint dominant. Hauteur 200 mètres, largeur au sol, ah oui, c'est quand même, oui. Et puis, qu'est-ce que les 40 000 heures à disperser dans plusieurs bureaux d'études, 1 million d'heures pour la réalisation. Et voilà, bon, on arrive à aujourd'hui. Ce qui m'intéresse de dire est que des œuvres, justement, de Jean-Luc Jeannet plus récentes qu'on a ici, on peut en discuter ensemble dans l'exposition. Donc, je pense que, par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est que aujourd'hui, Jean-Luc Jeannet, donc après la réalisation donc, de ce projet incroyable du parc de Vénus et ses dragons et de ces maquettes en bois, il continue la réalisation de maquettes avec des matériaux plus pauvres, disons, les matériaux
il a sous la main, des matériaux qu'il trouve. Donc, bon, avec un esprit surréaliste, il fait des rencontres incongrues lors de ses promenades avec des objets un peu improbables qu'il intègre dans des constructions que vous pouvez voir aussi sur ma table. Donc ça, c'est les nouvelles maquettes qu'il réalise depuis quelques années. D'un côté, parce que la mobilité, ce n'est plus la même. Donc clairement, la construction de grands objets impressionnants ne peut plus pour l'instant. Il faudrait une équipe qui l'aide dans la réalisation. Donc il se concentre dans la réalisation de petites maquettes qui parfois deviennent quand même assez impressionnantes, comme celle que vous pouvez voir dans l'exposition, dans laquelle donc justement il y a l'association de matériaux qu'on lui offre, par exemple du bois d'allumage, à un matériau qu'il a, par exemple, sous la main parce que les infirmiers qui lui amènent de la nourriture, lui amènent ça dans des barquettes de plastique. Comme je possède assez bien la géométrie des dômes, des polyèdres, des figures à plusieurs côtés. À plusieurs faces, pardon, parce que sinon c'est un polygone. C'est des polyèdres. Une règle, un cutter, le pistolet à colle, un compas, très important le compas. Le compas et l'équerre, très important. Même si j'aime pas les angles droits, il me faut quand même une équerre. Mais au début, quand tu as commencé à construire ces modules, c'était parce que tu avais en tête la réalisation d'une ville utopique? Ah, ça c'est la question piège. Parce que des fois, tu fais un objet, et puis tu en fais deux, puis tu en fais trois. Là, ça devient comme un petit village. Tu dis, bah, si je continue, ça va être une ville. Tu vois. Donc, l'idée, elle vient effectivement, elle peut venir, c'est pareil, elle peut être initiatique, c'est-à-dire qu'elle est en premier, mais elle peut aussi se développer au fur et à mesure que se créent les choses. C'est ça le côté organique. Ça existe aussi dans les maquettes. Parce que là, moi, à mon avis, cette maquette-là, en général, elle n'est pas finie. On peut la continuer. Tu sais, c'est comme la mousse de bière. Si on remue, il y a de plus en plus de mousse, quoi. Ça grossit. Et, ou les œufs en neige, hein. Et pour la conservation de ce type de créations qui sont très fragiles, qu'est-ce que c'est le vernis, tu envisages, hein? Le vernis. Du vernis. Il faut le vernir à l'aérosol, au vernis en bombe, sous pression. Donc ça empêche que ça s'abîme à cause de l'humidité? Oui, c'est à cause de l'humidité que ça peut s'affaisser un peu. Il faut que ça ressèche après, ça revient dans sa forme. Mais bon. Est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, je vous passe mon... Alors, oui. Juste savoir pour cette œuvre, est-ce que vous avez fait des plans avant ou ça a été fait à l'instant? Alors, non. Alors, un plan global de la structure, non. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il y a eu juste au départ, effectivement, des petits calculs donc, qui sont marqués un peu sur des plans, des calepins, des choses comme ça, pour voir si le pentagone il peut se relier à l'hexagone, quoi. Ou alors s'il y a un trou. Bon, c'est tout ce qu'il y a, quoi, comme étude, quoi. Donc il n'y a pas de... Non. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont dans la tête, à force. Voilà. Donc, globalement, il n'y a pas un dessin précis sur l'ensemble de cette chose-là. Donc, elle peut être composée, récomposée comme on veut. Ah bah oui. Oui, parce que chaque élément est plus ou moins indépendant, il n'est pas collé à l'autre. Donc, on peut l'arranger autrement, hein. J'ai pas entendu. Qu'est-ce qui te fera dire que ça sera terminé un jour? Ah, rien. Personne. Rien.
Je sais pas quoi vous répondre. Oui, ça peut être le manque de place comme... Ah, ça peut être oui, des fois il peut manquer de place, mais l'espace, ça se conquiert, vous savez. C'est pas quelque chose qui t'a jamais... C'est le principe du Lebensraum, je ne sais pas si vous connaissez, le principe de l'espace vital. Quand il n'y en a pas assez, on va voir le voisin à côté, on en prend un bout, enfin bon, mais ça fait des guerres après ça. Alors non, il vaut mieux, je sais pas, investir le désert, par exemple, ou des lieux inoccupés, inhabités. On peut toujours faire quelque chose. Il y a toujours de l'espace quelque part en France, en tout cas. L'espace, il y a beaucoup d'espace. Mais dire qu'il est bien géré, je ne suis pas sûr. Mais dire qu'il faut le gérer, d'ailleurs, j'en suis pas sûr non plus. Parce que les gestionnaires de l'espace, qui sont par exemple les urbanistes et tout, passez-moi l'expression, mais je crois que c'est une race à exterminer, quoi. Il faut... ah oui, non. Parce que moi, je les ai connus, les urbanistes. Parce qu'il y a plusieurs de mes professeurs, quand j'étais à l'école d'architecture, qui étaient urbanistes. J'avais franchement envie de les pendre au balcon des immeubles qu'ils avaient construits. Et bon, je ne l'ai pas fait parce que je savais très bien que je pouvais aller en prison quand même. Mais c'est uniquement ça, c'est la peur de la loi qui m'a empêché de commettre des crimes. Mais n'empêche que le désir et l'envie étaient là. Et c'est ça qui compte. Alors, Merci. j'en prie.